Bonjour Fabrice Balanche. Et merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Vous êtes géographe, maître de conférences à l'Université Lyon 2 et chercheur associé au think tank Washington Institute. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de la Syrie, un État auquel vous avez consacré un livre intitulé « Les leçons de la crise syrienne » publié chez Odile Jacob, un ouvrage couronné du dernier prix du livre de géopolitique et qu'il faut lire ou relire pour mieux comprendre ce qui se joue, ce qui s'est joué dans la crise syrienne. Fabrice Balanche, comment expliquez-vous d'abord cet effondrement fulgurant du régime de Bachar al-Assad? Oui, alors on dit que le régime s'est écroulé évidemment en 12 jours, ce qui est vrai, au début de l'offensive contre Alep par les djihadistes de Hayat al-Sham jusqu'à la prise de Damas. Mais en fait, le régime il s'est écroulé en 13 ans. Il faut quand même revenir un petit peu en arrière. 2011, la révolte. De 2011 à 2015, on a un régime qui est réduit progressivement, qui arrive à se stabiliser, enfin c'est compliqué. Intervention des Russes en septembre 2015, qui sauve le régime, qui reprennent Alep en 2016, et les 2 tiers du territoire en 2018. Et à partir de là, ils cherchent à faire une paix que le régime refuse finalement. Le régime est incapable de se réconcilier avec les anciens rebelles, même à l'égard des Kurdes, il ne fait aucune proposition. Et puis à l'international, vis-à-vis de la Turquie, il refuse de négocier également. À l'égard des notamment en vue du retour des migrants syriens qui s'étaient réfugiés en Turquie. Oui, alors il y avait l'histoire des réfugiés, mais il y avait surtout le fait que la Turquie voulait maintenir une bande de sécurité dans le nord du pays de 30 km pour éviter justement un afflux de nouveaux réfugiés. Et, il se méfie également des Kurdes, du PKK qui sont dans le nord. C'était surtout ça qui intéressait la Turquie. Et puis ici, Assad a été réhabilité par la Ligue arabe en 2023. Suite au deal qu'il y avait entre l'Arabie Saoudite et les Iraniens sous les auspices de Pékin. Mais Assad, là aussi, a été incapable de tirer les bénéfices de cette réintégration, puisqu'il a continué à exporter de la drogue en Arabie Saoudite, du Captagon. Il a présenté une facture extrêmement salée pour la reconstruction de la Syrie à Mohammed Ben Salman, qui a refusé. En fait, sa psychorigidité l'a conduit à l'isolement à la fois à l'intérieur, à la fois à l'extérieur, avec des parrains russes et iraniens qui avaient de plus en plus de mal à le supporter. Alors certes, ils ont des intérêts stratégiques en Syrie, mais quand vous avez un dirigeant comme Assad qui ne montre aucun signe, si vous voulez, de souplesse, de négociation, ça vous explique aussi pourquoi ils l'ont lâché. Que les miliciens chiites ne soient pas venus à la rescousse à Alep, pourquoi l'aviation russe, elle aussi... certes, elle était occupée en Ukraine, mais il aurait pu détourner quelques avions pour aller aider Assad. Non, il y avait un soulèvement, si vous voulez, de la population arabe sunnite quasi générale contre lui, et c'était difficile vraiment à ses alliés de le soutenir à bout de bras. Assad a d'une certaine manière surinterprété son pouvoir, son autorité, sa force. Oui, il a cru qu'il avait gagné, et c'est vrai que militairement, il avait gagné en 2018, mais il n'a pas réussi à gagner la paix, en fait. Les loyalistes, j'étais en contact avec des gens en Syrie qui soutenaient le régime, chez les chrétiens, les alaouites, même des sunnites. Ils me disaient, mais on ne sait pas où on va. On vit dans la misère. On est les vainqueurs et on vit comme des clochards. Alors que ceux qui ont perdu, finalement, ils sont réfugiés en Allemagne et en France et ils vivent très bien. Donc, il y avait un grand désespoir aussi dans le camp loyaliste. Et notamment chez les alaouites, la communauté alaouite, chiite hétérodoxe, qui était le pilier du régime syrien, dans lequel le régime recrutait sa garde prétorienne, les pilotes pour l'aviation, enfin vraiment les forces de sécurité les plus loyales. Un tiers des hommes sont morts pendant cette guerre, un tiers des hommes de 20 à 45 ans. Un autre tiers a été blessé, handicapé. Donc ceux qui restaient ne voulaient pas subir ce sort. Face finalement au rouleau compresseur sunnite, la minorité alaouite était incapable de sauver ce régime qui en plus ne donnait même pas d'espoir d'une stabilisation et d'une reconstruction durable. Fabrice Balanche, dans votre livre, vous écriviez que la victoire d'Assad de la Russie et l'Iran en Syrie symbolisait
vous en parliez tout à l'heure, par la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe au printemps 2023, constituait une défaite pour les Occidentaux et la fin d'un cycle historique avec la date charnière de l'intervention occidentale en Libye. Par voie de conséquence, est-ce que vous considérez que la chute du dictateur alawite aujourd'hui est un revers stratégique à la fois pour Moscou et Téhéran? Ah, totalement. C'est la victoire d'Assad grâce aux Russes et aux Iraniens, ça marque la fin de la parenthèse d'hégémonie occidentale sur le monde après la chute de l'Union soviétique, comme je l'explique dans le bouquin. Il y a eu la guerre en Irak, Saddam Hussein est tombé, Milosevic en Yougoslavie. Et là, Assad résiste grâce au soutien iranien, au soutien russe. L'axe eurasiatique, comme je l'intitule, met en échec les Occidentaux. Et on le voit dans le reste du monde, au Mali, au Tchad, au Niger, la France qui perd ses positions, donc les Occidentaux qui sont mis en échec, la déroute en Afghanistan. Et puis cet Iran qui avait réussi à mettre la main mise sur l'Irak, sur la Syrie, sur le Liban, à travers le Hezbollah, à construire cet axe géopolitique iranien, qu'on pouvait appeler aussi le croissant chiite, des pays comme l'Arabie saoudite, comme la Turquie, qui commençaient à s'éloigner de l'Occident, parce que voyant que les Occidentaux étaient incapables de défendre leur position, ils allaient se chercher des protecteurs chez les Russes, par exemple. Et ça a été la guerre en Syrie qui a provoqué tout ça. Mais il y a eu quelque chose de fondamental, c'est le 7 octobre 2023, le pogrom réalisé par le Hamas. À partir de là, Israël a dit ça suffit. Israël a senti une menace existentielle, c'est la poussée de l'Iran vers l'ouest jusqu'à ses frontières. Le Hamas, membre du soi-disant axe de la résistance, alors même si le Hamas a pu prendre cette initiative seul, sans forcément être téléguidé par Téhéran. Téhéran y a fourni toute la logistique et toutes les armes pour réaliser ce massacre. Et à partir de là, il était clair que en Israël, on n'allait pas supporter de voir la Syrie devenir une colonie iranienne. Pendant longtemps, en Israël, on s'est dit bon, vaut mieux garder Assad, le diable qu'on connaît. Après tout, le Golan est resté tranquille. Depuis 1974. Et on a lu d'ailleurs, Fabrice Balanche, que les États-Unis et les Émirats arabes unis auraient proposé à Damas la levée d'une partie des sanctions internationales contre Damas en échange de la fin de la coopération de la Syrie avec l'Iran. Oui, mais ça, c'était pas possible parce que Assad n'était plus qu'une marionnette au pouvoir en Syrie. Les Iraniens faisaient ce qu'ils voulaient en Syrie. Ils pouvaient transférer toutes les armes qu'ils voulaient au Hezbollah, voire déployer des missiles en Syrie pour frapper Israël. Assad était incapable de les en empêcher. Donc même s'il y avait cette proposition sur la table, il ne pouvait pas accepter. Et Netanyahou a d'ailleurs mis en garde il y a quelques semaines plutôt, Bachar el-Assad en affirmant qu'il jouait avec le feu, avec cette présence iranienne qui était renforcée sur son territoire. Il l'a mis en garde beaucoup plus tôt, puisque dès octobre 2023, Netanyahou a envoyé un message à Assad en lui disant que il jouait avec le feu et il risquait sa vie. Et une chercheuse donc d'un think tank israélien, Carmine Valenci, qui l'avait très très bien expliqué dans un rapport de 2023. C'est pour ça d'ailleurs, à mon avis, qu'Assad à l'époque n'a pas été à la COP28 à Dubaï, où il était invité, parce que là c'était sa réintégration dans le concert international, la photo de famille avec Macron, Biden et compagnie. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y va pas? Peut-être qu'il n'avait pas envie que son avion rencontre un missile israélien, parce que pour faire tomber Assad, il y avait deux solutions. Soit le tuer, comme Nasrallah a été éliminé, ce qui voulait dire que le système familial Assad s'écroulait, et là, ça permettait la rébellion. Ou alors, écraser le Hezbollah, écraser les défenses iraniennes, la logistique iranienne en Syrie. Et on a vu le Hezbollah donc rentrer au Liban Sud, on a vu les milices chiites revenir en Irak. Et par conséquent, les djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham en ont évidemment profité, avec la Turquie derrière, pour lancer l'offensive. Alors ça, la chute d'Assad, c'est le contre-coup du 7 octobre, parce que pour Israël,
il faut vraiment éloigner la menace iranienne de ses frontières. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, finalement, Fabrice Balanche, c'est une remise en cause profonde, remise en cause structurelle de l'axe de la résistance construit par Téhéran au Moyen-Orient contre Israël et les États-Unis? Exactement. Israël a pris l'initiative de frapper cet axe géopolitique, cet axe de la résistance, parce que là, ça devenait vraiment une menace existentielle pour Israël. Et voyant que les États-Unis, que les pays occidentaux étaient finalement timides, timorés par rapport à cette menace iranienne qu'on considérait à peine comme une menace finalement. Et heureusement, je dirais qu'Israël a pris l'initiative de le faire, parce que sans quoi, déjà, elle aurait pu disparaître sous les coups de l'axe iranien. Ça, c'est quand même. Faut savoir que l'axe iranien, comme je le montre bien dans le bouquin, carte à l'appui, une de ses motivations, c'est la destruction d'Israël. C'est pas seulement une utopie mobilisatrice pour manipuler la rue arabe, sortir de l'enfermement chiite et se trouver des alliés au niveau des chiites. Je le rappelle quand je parle de Khamenei, de ses discours, de la traduction de Saïd Qutb, notamment l'ouvrage très antisémite de Saïd Qutb, où il déclare que Israël est une tumeur cancéreuse qu'il faut éradiquer. Enfin, quand même, il y a du fond là derrière. C'est pas juste des envolées lyriques. Ça fait partie des fondamentaux de la République islamique depuis sa fondation en 1979. Exactement, et c'est sans doute un des derniers piliers de la République islamique, puisque après ils ont mis un peu d'eau dans leur vin quand même au niveau économique et exportation de la révolution. Fabrice Balanche, on a pu lire que des tensions avaient traversé et continué de traverser le microcosme politico-militaire iranien sur le degré de soutien dont a profité, ou plutôt manqué, vous nous le disiez, Bachar el-Assad ces dernières semaines de la part de l'Iran. Il a été lâché par Téhéran. Oui, il a été lâché par Téhéran parce que la Syrie finalement était devenue un boulet pour l'Iran, un boulet financier. Il fallait sans cesse renflouer le régime syrien. On parle depuis le début de la guerre de 35 milliards de dollars pour l'Iran, ce qui n'est pas rien pour un pays qui est sous sanctions, qui a du mal à vendre son gaz, son pétrole, qui doit le vendre à prix cassé aux Chinois ou en contrebande en le mélangeant avec du pétrole irakien pour éviter les sanctions. Et la population iranienne et beaucoup de gens en Iran trouvent que la facture est un peu salée à l'égard de la Syrie, à l'égard du Hezbollah, et que les gouvernants iraniens feraient mieux de se préoccuper de leur propre population. Donc, chez les réformistes, chez les réformateurs, il y a quand même une opposition par rapport au maintien de ce soutien à l'Iran, à la Syrie, parce que jusqu'à quand? Ils voyaient bien, les Iraniens, que le régime était fragile. De toute façon, comment ce régime alawite, pro-iranien, pouvait-il demeurer sur une population largement sunnite, anti-iranienne, qui déteste les alaouites, qui les prend pour des hérétiques? C'était extrêmement difficile. Alors évidemment, ils ont essayé de chasser... Il y a eu 8 millions de réfugiés, ils ont essayé de réduire le poids de la population sunnite, de quadriller la Syrie avec 50 000 miliciens chiites qui étaient là en permanence, essayer de convertir des sunnites aux chiites pour avoir un peu plus d'assise sociale. Mais c'était extrêmement difficile. Alors ils auraient pu y arriver à condition que la Syrie reste en paix. Mais à partir du moment où la guerre a été déclenchée contre le Hezbollah, contre l'axe de la résistance par Israël, là, ils ne pouvaient plus continuer à clientéliser la population, à contrôler la population comme ils pouvaient le faire en temps de paix. Est-ce qu'on s'inquiète désormais, notamment en Iran, de l'avenir de l'Irak aux frontières iraniennes justement, et qui pourrait être perturbé, notamment peut-être par les djihadistes? Alors j'étais en Syrie et en Irak donc le mois dernier, juste au moment de l'offensive de HTS et la chute d'Alep. Et donc j'ai pu discuter avec des officiels irakiens qui m'ont dit que la House of Shia, la maison chiite à Bagdad, était extrêmement inquiète, qu'ils voyaient derrière la chute d'Alep
et la chute du régime syrien, un complot évidemment israélo-américano-occidental contre l'Iran. Donc c'est des régimes qui sont parano, hein, donc ils voient des complots partout. Mais en géopolitique, ce qui est important, c'est pas forcément la réalité objective, c'est la perception des acteurs, parce que c'est ça qui va guider leurs actes. Donc il faut toujours avoir dans la tête qu'est-ce que les acteurs ont dans la tête, comment ils perçoivent les choses, si on veut comprendre quelles vont être leurs réactions. Et effectivement, en Iran et en Irak, on est extrêmement inquiet. Le régime iranien pense que la prochaine cible, c'est l'Irak, qu'il va y avoir un soulèvement des sunnites en Irak contre les chiites qui dominent Bagdad. Alors l'Irak, pour l'Iran, c'est la vache à lait, hein. C'est la pompe afrique du régime iranien. Ça lui permet de détourner les sanctions. Vous avez 10 à 20 milliards de dollars d'exportation iranienne chaque année en Irak, des produits agricoles, des biens manufacturiers, de l'électricité, parce qu'ils empêchent l'Irak de construire de nouvelles centrales électriques pour pouvoir vendre le surplus d'électricité qu'ils ont avec le gaz, oui, au prix fort, hein, parce que l'Irak a de l'argent avec une production de 6 millions de barils par jour de pétrole, plus évidemment le détournement des sanctions à travers l'utilisation des banques irakiennes pour blanchir l'argent, pour faire les transferts. Enfin, l'Irak est vraiment indispensable à l'économie iranienne. Et si l'Irak bascule, parce que vous avez quand même en Irak les sunnites qui n'ont jamais accepté leur défaite, et même au sein des chiites irakiens, des gens comme Moqtada Sadr ou d'autres, qui en ont marre de voir la mainmise iranienne sur leur économie, la colonisation par l'Iran. Donc on peut avoir aussi une conjonction, hein, une division des chiites, une alliance de circonstances entre Kurdes, sunnites et une partie des chiites contre les pro-iraniens à Bagdad. Et là, pour l'Iran, ça serait la catastrophe. Fabrice Balanche, les dirigeants du G7 se réunissent aujourd'hui sur ce sujet syrien brûlant en soutenant l'idée d'une transition vers un gouvernement, je cite, inclusif et non sectaire à l'égard des femmes et des minorités. Est-ce qu'on peut faire confiance au groupe islamiste, en particulier au HTC ou HTS, qui a multiplié ces derniers mois à travers les prises de parole de son leader Abu Mohamed Al-Joulani, les signaux d'évolution interne aux pays occidentaux? Non, moi je n'y fais absolument aucune confiance. De toute façon, bon, c'est un groupe que j'étudie depuis sa création, depuis 2011. Il faut savoir que Jolani, c'est un ancien d'Al-Qaïda. Il est parti quand il avait une vingtaine d'années faire le coup de feu contre les Américains en Irak. Il était membre d'Al-Qaïda. Il était dans la prison d'Abu Ghraib. Il a connu tous les cadres d'Al-Qaïda, y compris Baghdadi à l'époque. Et quand il arrive en Syrie en juillet 2011 avec son groupe, il est financé par Al-Qaïda, il est membre d'Al-Qaïda, et il va dissimuler son appartenance à Al-Qaïda pour pouvoir créer une coalition autour de lui, pour pouvoir avoir de l'aide des pays occidentaux, de la Turquie, des pays arabes qui sont contre Assad. Et ce n'est que lorsqu'il va y avoir la guerre pour une querelle d'ego entre Baghdadi, le fondateur de Daesh, et lui-même, officiellement, son appartenance à Al-Qaïda va être révélée, même si les Américains l'avaient déjà mis sur la liste terroriste en décembre 2012, parce qu'ils s'étaient bien rendu compte qu'il était membre d'Al-Qaïda. Ensuite, sa soi-disant rupture avec Al-Qaïda, qui date de 2016, lorsque le front Al-Nosra devient Hayat Tahrir al-Sham, Hayat al-Sham au début et ensuite Hayat Tahrir al-Sham, c'est un éloignement tactique pour pouvoir justement constituer une coalition plus large et pour pouvoir avoir du soutien de la part des Occidentaux et des pays arabes, parce que Barack Obama, ayant créé la coalition anti-État islamique à l'époque, il interdit aux bailleurs de fonds arabes de financer à la fois Daesh, évidemment, et Al-Qaïda. Alors, c'est pour ça qu'il s'est éloigné tactiquement d'Al-Qaïda. Mais spirituellement, philosophiquement, c'est un djihadiste pragmatique, mais il va pas mettre en place un gouvernement inclusif. On voit bien ce qu'il a fait à Idlib. C'est une dictature islamique. Même s'il aurait tout intérêt à bénéficier de l'aide des Occidentaux ou de pays du Golfe. Évidemment, il a absolument besoin de cet argent. Comme il a utilisé l'aide humanitaire qui s'est déversée sur Idlib, il y a 2,5 millions d'habitants qui étaient sous son contrôle à Idlib,
Il a utilisé l'aide humanitaire pour clientéliser la population d'Idlib, chassant les opposants d'Idlib, chassant d'ailleurs les Alaouites, les Chiites. Il a gardé quelques dizaines de chrétiens, des personnes âgées dans un petit village pour en faire une espèce de réserve, pour pas dire un zoo, dans lequel on va promener les journalistes et les chercheurs occidentaux qui viennent le voir pour montrer combien il est tolérant. Donc il va reproduire ce système à l'échelle de la Syrie pour justement obtenir une manne financière qui va lui permettre de clientéliser la population, de se construire une base sociale, éliminant évidemment par le manque de ressources ou physiquement ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et puis une fois qu'il aura le pouvoir bien en main, il aura installé une bonne dictature islamique en Syrie. Là, à mon avis, il aura d'autres ambitions. N'oublions pas qu'il s'appelle Hayat Tahrir al-Sham, le mouvement de libération du Levant. Dans le Levant, il y a le Liban, il y a Syrie, mais il y a aussi Israël, Palestine, enfin Jordanie. C'est un projet beaucoup plus vaste qu'il nourrit. Merci beaucoup, Fabrice Volanges, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les leçons de la crise syrienne, couronné du prestigieux prix du livre géopolitique. C'est passionnant à lire et c'est publié aux éditions Odile Jacob. Merci encore d'avoir été avec nous sur Radio J et à très bientôt. Bon après-midi.